Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorat en biologie pour la Science Part. Je suis de retour avec mon frère qui, pour ceux qui n'auront pas suivi le premier épisode, part en Antarctique pour une mission scientifique de 12 mois. C'est l'avant-dernier jour où je vois mon frère puisque le départ est prévu le 7 novembre. Le 7 novembre et que nous sommes fin septembre. Et on va lui poser quelques questions avant le départ. Alors l'objectif étant bien sûr que l'on puisse avoir, je pense, 3 Skype sur l'année. C'est-à-dire 3 émissions avec lui où il va nous parler de la vie en Antarctique, des missions scientifiques. Si on peut avoir 1 ou 2 scientifiques, ça peut être vraiment top. Donc là, il va nous en dire plus sur comment on se prépare à ce départ, comment l'Institut Paul-Émile Victor les prépare à ce départ, qu'est-ce qu'ils leur ont fourni. Et puis, on finira sur quelques anecdotes sur l'Antarctique parce qu'il y a des choses dont je suis persuadé que vous ne connaissez pas. En tout cas, que moi, j'ai appris récemment lorsque j'ai discuté avec Harold. Donc Harold, est-ce que tu peux nous dire quel matériel on vous a demandé de préparer déjà pour partir en Antarctique? Alors d'abord, on nous fournit une quantité de matériel non négligeable, comme à l'armée. On nous donne une liste avec tout ce qui est polaire, chaussures de randonnée polaire pareil, écharpe, cagoule, gants, etc. Après, bien sûr, nous devons acheter, on nous conseille d'acheter à côté quelques petits instruments de plus, enfin éléments de plus. Voilà, donc moi j'ai eu à acheter d'autres manteaux, d'autres polaires, etc. Habits. Est-ce qu'il y a des marques qui sont privilégiées ou est-ce que comment... moi je suis passé par un site qui s'appelle grandfroid.fr, qui est le site que m'ont conseillé les gens qui y sont à l'heure actuelle, et avec lequel, après sinon non, je suis aussi allé à Decathlon, je suis allé à Intersport, je suis allé à différents magasins de sport où j'ai eu aussi à trouver, notamment mes chaussures, je les ai trouvées à Decathlon. Voilà, il y a encore en France, parce que nous avons des montagnes bien heureusement, des équipements pour le grand froid, et voilà. Donc chacun peut se préparer à partir en Antarctique avec les magasins qu'il y a en France. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai, c'est pas, voilà, l'équipement en lui-même. Bien sûr, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, comme par exemple les chaînes pour les pieds, les crampons, voilà. Mais sinon, le grand froid, ben, c'est comme aller en haute montagne, hein, c'est le même équipement, c'est la même chose. Voilà, les mêmes vestes, les mêmes gants, les cagoules, les chaufferettes, voilà, tout ce genre d'habits utiles, les collants, voilà. Ça. Alors ça c'est pour le froid, mais tu nous as dit qu'il y avait aussi pour le bruit, parce que tu seras dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, ce qui paraît étonnant d'ailleurs en Antarctique. Ça par contre c'est un élément qu'on nous a bien indiqué. Nous allons dormir, enfin la base est située sur l'île des pétrels. Les pétrels ce sont des oiseaux, pour ceux qui ne savent pas, et il y a aussi bien évidemment sur des manchots. Il faut savoir que c'est une réserve naturelle et que c'est l'homme qui va habiter chez eux. C'est pas nous, c'est pas eux qui viennent prendre place. Donc la philosophie des expéditions polaires, c'est que nous prenions le moins de place possible chez eux, parce que c'est chez ces animaux, quoi. Et du coup, vous avez les manchots qui se baladent dans le camp, vous avez les pétrels, etc. Et notamment, ça fait apparemment énormément de bruit. Et il faut il vaut mieux avoir des bouchons d'oreille très très efficaces. Donc moi je vais voir un audioprothésiste, je dois aller le voir cette semaine d'ailleurs, pour aller me faire des bouchons d'oreille qui seront adaptés à mon oreille et qui sont la performance jusqu'à 30 décibels, ce qui est le plus fort apparemment qu'on puisse faire pour bouchons d'oreille. Et bon, sachez que tout ça, ça a un prix, hein, c'est quand même extrêmement cher. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ces fameux bouchons d'oreille, ça va me coûter dans les 150 €. Fait sur mesure. Une paire, voilà, fait sur mesure à mon oreille, parce que je passe par un audioprothésiste pour justement qu'il me fasse. Ce que t'ont conseillé d'ailleurs l'Institut. Ce que nous a conseillé, bien évidemment, les gens qui résident là-bas. Après, pour tout ce qui est, comme je vous dis, vêtements polaires, vêtements froids, c'est quand même assez cher. J'ai repris une paire de gants, ça m'a coûté 100 € la paire de gants. La veste 300 €, les 5 paires de chaussettes c'était dans les 100 € pareil. Enfin voilà, c'est un équipement qui a un coût
qui a un coût quand même assez conséquent, mais qui normalement devrait me permettre de pouvoir survivre dans ces conditions, quoi. Alors tu parles des pétrels, tu as parlé des manchots, tu as parlé de réserves naturelles, ça veut dire que si à un moment donné vous manquez de manger, vous n'avez pas le droit de tuer ces animaux-là? Non, bien évidemment non. La chasse est interdite. C'est une réserve naturelle et bien évidemment la chasse comme la pêche est interdite en terre Adélie, enfin en tout cas et sur la base, on est là pour étudier ces animaux et pas pour les tuer ou les manger. Après je présume que si jamais il y a par une horreur, nous ne pourrions pas être ravitaillés et que nous devions nous nourrir que de ça, je pense que si jamais après on revient en France, ils ne nous engueuleront pas parce qu'on aura pour notre survie mangé du pétrel ou du manchot. Mais bon, c'est une réserve naturelle. C'est interdit d'y chasser, c'est interdit d'y pêcher, c'est même interdit d'y faire de la plongée, à part pour certains scientifiques qui font des plongées pour l'étude sous-marine. Mais on n'a même pas le droit de plonger là-bas. On n'a pas le droit non plus, je voulais prendre un drone, comme c'est une réserve naturelle protégée, nous n'avons même pas le droit à prendre des drones, parce que voilà, c'est classé comme réserve. C'est très 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 strict, voilà, c'est très, très encadré et c'est nous qui allons là-bas. C'est la philosophie qu'il faut surtout retenir, que c'est nous qui allons là-bas chez eux, chez ces animaux. Et on doit les respecter. Alors il y a une chose que nous avons appris tous les deux cette semaine lorsque tu as donné ta conférence au lycée de la mer de Sète, Paul Bousquet. C'est un professeur qui nous disait que dans les TAF, donc les terres arctiques australes françaises, Antarctique australe, oui pardon, australe française, c'est là où la ressource de poissons était la mieux conservée sur la planète parce que c'est là où c'était le plus strict en termes de navigation, en termes de pêche, enfin de quotas de pêche, voilà, de tout ça, de tout ce qui est contrôle des pêcheurs, etc. Et effectivement, il y a notamment une catégorie de poissons, je ne me rappelle plus. Moi non plus. Mais on vous la retrouvera. On aurait dû la noter. Oui, on aurait dû la noter, mais je pense qu'on la retrouvera. Je crois que c'était de la limane ou quelque chose comme ça. Ouais, à voir, ouais. On vous le retrouvera, enfin, Paul Emmanuel fera les recherches, moi aussi certainement, qui était l'endroit où il y avait le plus de ce poisson-là, parce que c'était là où c'était le mieux protégé, dans les terres australes et antarctiques françaises, qui regroupent d'ailleurs pas que parce que la question que je voulais te poser, quelle terre regroupe les terres australes et antarctiques françaises regroupent donc bien sûr la terre Adélie, l'Antarctique, et ils regroupent les îles Kerguelen, les îles Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, et les îles éparses qui sont aux alentours de Madagascar et voilà, qui sont d'ailleurs un peu disputées par Madagascar parce qu'ils considèrent qu'ils devraient revenir à eux, mais bon, c'est un autre débat politique et nous n'allons pas rentrer là-dedans puisque nous ne sommes pas là pour ça. Mais voilà, donc et les TAF, il y a c'est dirigé par le ministère des Outre-mer et le ministère de la Recherche, et il y a un préfet des TAF qui est basé à Saint-Denis de la Réunion. C'est vraiment quelque chose de très très encadré, officiel, c'est vraiment une partie de la France. Voilà. Avec le préfet, comme tu dis. Et j'ai une question, alors, qui n'est pas à proprement parler politique, mais on va parler d'une personne politique, Ségolène Royal, qui avait été nommée ambassadrice des pôles. Est-ce qu'elle aurait été alors ambassadrice des TAF, de ces territoires-là? Normalement, en théorie, elle était... Enfin, les TAF, c'est quelque chose de français, c'est une collectivité française. Mais en théorie, en tant qu'ambassadrice des pôles, je pense que dans son mandat, elle devait certainement beaucoup travailler avec les TAF, enfin, si elle a vraiment travaillé. On rentrera pas dans le débat. Voilà, et elle devait certainement devoir travailler avec les TAF, qui justement gèrent l'Antarctique, enfin la Terre Adélie, l'Antarctique et les bases. Et elle devait aussi travailler avec l'IPEV. Alors qu'est-ce que l'IPEV? L'Institut Paul-Émile Victor, qui est l'institut qui... Parce que donc, vous avez les TAF, qui est le truc administratif, on va dire, le centre administratif, et vous avez l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, qui ont été en fait les premiers, avant que les TAF se créent, qui ont été les premiers à s'occuper de la Terre Adélie, puisque c'est Paul-Émile Victor, entre autres, qui a commencé à donner une impulsion pour les expéditions polaires et notamment les expéditions en Antarctique. Et voilà. Et du coup, cet institut existe toujours et il s'occupe vraiment spécifiquement de la Terre Adélie. Les TAF s'occupent de tout le reste
et notamment la Terre Adélie, mais c'est surtout l'Institut Paul-Émile Victor qui s'occupe des bases et qui gère les bases en Terre Adélie. Alors d'ailleurs, petite anecdote marrante, pourquoi est-ce que ça s'appelle la Terre Adélie? Alors c'est la femme de Dumont d'Urville, c'était le prénom de la femme de Dumont d'Urville, le navigateur, le premier navigateur français à avoir découvert la Terre Adélie, du coup l'Antarctique et notamment cette bande de terre, l'île aux pétrels où je vais, et la base, c'est là qu'il a atterri, enfin un peu plus à côté. Bon, on va pas rentrer dans les détails géographiques, mais voilà. Et après, il a donné le nom de la Terre, Terre Adélie, voilà. Donc rien à voir avec une princesse, une reine. On parle de ça, la reine Elisabeth II, feu reine Elisabeth II vient de mourir. Oui, exact. Donc ça aurait pu être aussi, souvent c'est donné pour des rois ou des reines. On a les Anglais, nos amis anglais qui ont l'habitude d'avoir donné des noms d'îles, notamment vers le Canada, là-haut, King Edward's Island, etc. Voilà, nous on était moins chauvin, quoi, moins prise de tête, quoi. Il avait sa femme qui s'appelait Adélie. Voilà. Pourtant, on est connu pour être chauvin en France. C'est vrai, mais bon, sur ce coup-là, par contre, on a été... Alors, tout à l'heure, tu nous parlais que vous n'aviez pas le droit de manger les manchots et les pétrels. Comment se fait le ravitaillement? Parce qu'on se doute que pendant 12 mois, vous ne pouvez pas prendre 12 mois de nourriture. Donc, comment se fait le ravitaillement? C'est ma partie, donc c'est là où je travaille en ce moment pas mal pour préparer tout ça. Donc, il y a des rotations par le bateau qui s'appelle l'Astrolabe, qui est le bateau ravitailleur, et qui amène du coup ce qui est en même temps que le personnel, dont moi, je vais passer sur l'Astrolabe quand je vais aller en Terre Adélie, et il amène en même temps la nourriture. Ce bateau fait 4 ou 5 rotations, enfin on m'a dit plutôt 4 rotations par an, pendant l'été austral, c'est-à-dire de octobre-novembre jusqu'à février environ, voilà. Une fois par mois environ, il fait le... Après, pendant le reste de l'année, ben, on est bloqué, puisque le bateau ne peut plus passer. Mais vous êtes moins nombreux, je crois. Mais on est moins nombreux, on n'est plus qu'une vingtaine sur la base, alors qu'en été on est plutôt 80-100. Et du coup, pendant cette vingtaine, enfin pendant cet hiver austral, nous les hivernants, nous devons tenir avec ce que nous avons dans les réserves, qui sont, d'après ce qu'on m'a dit, bien largement supérieurs à ce qu'on devrait demander. Il y en a pour au moins un an et demi de victuailles. Donc normalement, je ne devrais pas trop m'inquiéter sur ça. Après, ça fait ça fait 70 ans que ça se fait, donc chaque fois, il y a des restes, quelques restes d'une année sur l'autre. Surtout, maintenant, ils savent comment gérer les stocks, etc. Ouais. Il y a la rotation. Maintenant, c'est bien huilé, quoi. C'est quelque chose de bien fait. Les premières, ça devait être un peu plus épique, mais bon. Mais tu nous as dit, enfin, en tout cas à la famille, que justement, il devait y avoir que les premières et puis pas la suite. Oui, originalement, j'avais lu, alors, faudra que je retrouve exactement où j'avais lu ça, que la base avait été au début constituée pour 3 ans. Maintenant, ça fait 73 ans que ça existe, donc bon, on a bien tenu. Mais ouais, originalement, c'était une opération pour 3 ans. Voilà. Donc les études menées doivent être si intéressantes qu'il faut beaucoup plus d'années de recherche. Et des projets ont dû se développer. Déjà, il y a les études, et il y a aussi, bon, et là on rentre encore un peu dans le politique malheureusement, mais affirmer la présence française en Antarctique. Parce que le fait d'avoir des bases et des bases qui tiennent toute l'année permet aussi aux Français de dire on a un pied en Antarctique et on est une puissance antarctique. Enfin, une puissance antarctique. Oui, peut-être ça se dit, mais disons, une on comprend le terme en tout cas. Qui pouvons, voilà. Et puis s'il y a un jour il y a des ressources minières ou pétrolières trouvées dessous. Ce qui normalement n'est pas là aussi par la convention le traité de l'Antarctique signé en 1953 et renouvelé régulièrement, aucune exploitation n'est possible sur le continent antarctique. C'est vraiment un continent réservé à la science et aux scientifiques. Nous avons notre espace. Voilà. Après, vu la géopolitique actuelle et notamment... ce qui se passe en Arctique aussi, où il y a beaucoup de petits combats entre les Russes et les Américains pour le pétrole. Notamment, où avec la fonte des glaces... Il y a la route commerciale qui a l'air de pouvoir s'ouvrir, que les Russes veulent ça,
que les Américains, pareil, enfin, bref, et les Danois en plein milieu, vu qu'ils ont le Groenland, les pauvres, les Finlandais aussi, tout ça, de savoir si dans quelques dizaines d'années, peut-être l'Antarctique ne va pas être le nouveau Eldorado pour peut-être pas Eldorado, mais lieu de conflit géopolitique. Pour l'instant, ça l'est pas. Pour l'instant, toutes les parties respectent encore le traité de l'Antarctique. Et j'espère que ça va continuer parce que ça serait vraiment dommage, perso. Je trouve que ça serait dommage de polluer cette dernière continent inexploré, de le salir comme l'homme sait très bien le faire. Alors, on reviendra sur l'idée de continent, mais j'ai une question à te poser. Tu vas bientôt rencontrer tes coéquipiers. Exact. Alors, comment ça se passe? Où c'est que ça se passe? Alors, je vais monter à Plouzané, exactement, pas à Brest, c'est à côté de Brest, où se situe l'Institut Paul-Victor. On salue Séverine Erel, abonné de la chaîne, qui est professeur de psychologie à Rennes. D'accord. Je ne sais pas si c'est très loin ou pas. Mais... J'avoue que le breton là-haut. On est du sud de la France, nous, alors tout le côté du breton là-haut, on ne connaît pas trop bien, mais bon, c'est pas grave. Je vais connaître du coup. Et du coup, voilà, je vais monter pendant une semaine, enfin 4 jours exactement, où je vais avoir toutes des conférences et notamment la manière de vivre sur la base, les mesures de sécurité, les consignes à respecter, notamment, comme je vous ai dit, la vie avec la faune que nous ne devons pas gêner, qui est prioritaire, tout ce genre. Et je vais aussi notamment rencontrer mes futurs coéquipiers hivernants. Donc voilà. La vingtaine de personnes que vous serez lors de l'hiver austral. Exactement, la vingtaine de personnes. Et voilà, c'est en théorie le moment où nous allons devoir commencer à nous habituer les uns aux autres. Donc, alors, quel métier est-ce qu'il y a chez les hivernants? Alors, pendant l'hiver, il y a bien sûr des scientifiques, mais c'est plus le côté maintenance de la base. C'est-à-dire, il y a une bonne partie qui reste des scientifiques, il y aura toujours le gars de Météo France pour la météorologie, je pense qu'il y a toujours des glaciologues, des personnes qui s'occupent de la faune, les pétrels, étudient les pétrels, etc. et les machos. Mais il y a aussi, dont moi pour la cuisine habituelle, mon collègue boulanger-pâtissier ou ma collègue, je ne sais pas encore, je vais voir, pour faire le pain, etc. et pour m'assister pour le reste. Et ensuite, il y a un charpentier, il y a des informaticiens pour tenir, voilà, il y a des mécaniciens de centrale, enfin tout ce qui est pour la maintenance de la base. Voilà, je pense qu'il y a aussi des plombiers, alors plombier un peu plus, pas simple plombier, mais bon voilà, dans le style de métier, de corps de métier qu'il y a, voilà, tout ce qui est pour maintenir. Et un médecin qui sera important pour les repas, puisque c'est vrai quand il fait froid, il faut manger un peu plus gras, sans doute. Le médecin que je vais essayer avec qui je vais essayer de parler, et notamment pour les régimes alimentaires, parce que bon, voilà, il faudra que je suis cuisinier, je suis pas médecin, j'ai quelques notions bien sûr en équilibre alimentaire, etc., mais je pense que je m'associerai, en tout cas, enfin je vais tenter de m'associer avec le médecin ou la médecin de la base pour qu'on fasse un planning un peu plus concret et plus healthy, comme on dirait en anglais, sain, voilà, sur les repas. Voilà. Alors sachant que pour les repas, tu nous avais précisé que les personnes qui ont des régimes alimentaires particuliers, notamment qui ont des allergies alimentaires, que ce soit au gluten, etc., sont interdits puisque ça poserait trop de problèmes sans doute, vu les faibles ravitaillements, etc. Voilà, c'est-à-dire si vous êtes cœliaque, vous ne pouvez pas postuler. Si vous êtes sans lactose, vous ne pouvez pas. Sans toutes les allergies, c'est un peu compliqué. Et aussi, voilà, parce que c'est trop spécifique, ça serait trop compliqué à mettre en œuvre d'avoir des régimes comme ça, aussi particuliers, quoi. Bon, le véganisme est un peu plus simple. Bon, voilà, les véganes, si encore bon, ça c'est pas quelque chose qui peut toucher à la santé, mais des trucs un peu trop particuliers,
peuvent pas venir puisque c'est trop compliqué. Alors tu vas faire à manger, etc. Et l'évacuation des déchets, comment on fait pour une telle base évacuer Alors, les déchets? il y a un endroit où bon, on brûle les déchets, il faut être honnête. Après, il y a une autre partie qui est évacuée par le bateau ravitailleur. Voilà. L'astrolabe, le fameux. L'astrolabe. Et voilà, bon, ben, entre brûler ou évacuer, voilà. On essaye de polluer le moins possible. Après, la pollution zéro n'existe pas, malheureusement. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi, bon, pour les eaux usées, qu'elles allaient à la mer, ce qui n'est pas top. Il n'y a pas de fosse, il n'y a pas de bassin de récupération. Alors, il faudra que je confirme. Je ne peux pas vous le confirmer encore parce que je n'ai pas eu tous les trucs. Mais peut-être c'était il y a quelques années, mais en tout cas, ça pouvait aller à la mer. Ce qui est, bon, pas top, mais peut-être ça a changé depuis. Comme je vous dis, la base était faite dans les années 50 pour 3 ans, au fur et à mesure elle doit évoluer. Et puis, je pense que ça a eu des évolutions, mais j'avais entendu dire ça. Maintenant, j'ai pas eu les détails encore de ça, je vous les dirai, et puis peut-être, voilà, on verra. Mais bon, oui, en tout cas, on essaye il y a un essai. D'ailleurs, on nous dit pour prendre par exemple les savons et tout ça, de prendre des trucs organiques, enfin, bio, mais aussi qui se dégradent rapidement, qu'il n'y ait pas de problème de produits polluants dedans. Voilà, il faut faire attention à ça. On évite de prendre trop de plastique aussi, etc. Enfin, voilà. Non, c'est des questions qu'on se pose, puisque nous, on n'a jamais vécu, bien sûr, dans un endroit aussi isolé du reste du monde pendant une année. Donc, il faut bien voir comment on vit. Et puis, il faut faire les stocks aussi de ce dont on a besoin pour une année par personne, puisque il y a des ravitaillements difficiles, par exemple pour le savon, le dentifrice, le shampoing. C'est ça. Ça, ben, il faut savoir. Alors, il y a quand même un peu une sorte de magasin général là-bas, comme ils appellent ça, où il y a des produits de première nécessité de base. Maintenant, c'est pas une quantité suffisante pour tout le monde, donc il faut soi-même prévoir ses propres produits et comment ça se passe. Par exemple, l'une des questions qu'on se pose, c'est combien on a besoin de savon pour se laver pour un an. D'ailleurs, on va laisser quelques secondes aux gens pour réfléchir à la question. Quelques secondes terminées. Voilà, sur YouTube, vous pouvez mettre pause. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé combien de temps, combien de savon vous utilisez par an, mais c'est un calcul que j'ai dû personnellement faire, voilà. Ou combien de shampoing, ou combien de dentifrice, voilà. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas habituellement, parce qu'on a toujours un magasin, si on manque quelque chose, on va chercher. Et puis, et c'est bon, voilà, non, mais c'est des trucs, moi j'ai appris des trucs moi-même sur ma propre utilisation de produits nettoyants notamment, donc voilà. Maintenant, on va passer, fin de la vidéo, à quelques anecdotes sur l'Antarctique que vous ne savez peut-être pas. Piste d'atterrissage. Quelque chose d'intéressant. Ah oui, alors il y a sur la base du Mont Durville où je vais, il y a eu une piste d'atterrissage qui a été construite, mais pour la faire, il a fallu aplanir le terrain malheureusement, et cela a fait beaucoup de scandales, notamment au niveau de la, comment ça s'appelle, des écologistes et même de la DGAC, de la Direction Générale de l'Aviation Civile, ouais, DGAC, voilà, parce que c'était un peu compliqué. Donc la piste existe, elle est construite, mais elle n'est pas utilisée parce que il n'y a pas d'autorisation de la DGAC, notamment pour utilisation de cette piste. Mais il y a une piste. Mais il y a une piste pas trop loin utilisable. Pas trop loin sur la base en fait. Oui, mais apparemment, l'un de mes prédécesseurs m'a dit tu la verras tous les jours, elle est devant tes fenêtres. Donc quand tu es en cuisine, tu la vois devant toi. Elle est devant moi, mais on ne peut pas l'utiliser. Mais il y a une piste franco-italienne. Après, un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup d'autres bases que la base française, et il y a une base italienne, Mario Zucchelli, qui eux ont une piste qu'ils utilisent. Donc il y a possibilité, si jamais, et c'est la plus proche en fait base de chez nous, à l'échelle du continent, ce qui fait déjà assez loin quand même. Donc et c'est si jamais il y a l'avion qui doit être utilisé, on peut aller là-bas et voilà. D'accord. Voilà. Bon voilà, ça c'est une bonne chose à faire. Pour l'heure, comment vous faites pour décider quelle heure il est? Alors bon, bien sûr il y a les
comment ça s'appelle, fuseau horaire. Alors nous, on est sur le fuseau horaire australien, puisqu'on est juste en face de l'Australie. Mais par contre, il y a un point intéressant sur l'Antarctique, c'est qu'il y a, comme au nord d'ailleurs, il y a le pôle sud. Et le pôle sud, comme le pôle nord, c'est l'endroit où se rejoignent toutes les fuseaux horaires. Donc, au point du pôle sud, officiellement, il n'y a pas d'horaire. Ou il y a tous les horaires, ça dépend comment on voit la chose. Et il y a une base, la base américaine à Asmussen, oui, je dois me... On cherchera le nom. Voilà, Asmussen, voilà, qui se situe pile poil au pôle sud. Puisque c'est les Américains qui sont allés, bien évidemment. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes bases de l'Antarctique, il y a plus de 150 personnes, etc. Mais chez eux, donc, par convenience, ça se dit convenience? Oui. Voilà. Par confort, on va dire. Oui. On va dire, ils se calent à l'heure néo-zélandaise, puisqu'ils reçoivent, eux, tout de Nouvelle-Zélande. Mais officiellement, ils n'ont pas d'horaire. Ou ils ont tous les horaires du monde. Ça dépend comment on voit les trucs. Puisque c'est pile poil à l'endroit où tout se rejoint. Donc ils peuvent choisir l'horaire qu'ils veulent en fait. Moi je trouvais ça assez marrant. Et on va terminer sur le bateau qui va dériver. Donc ça c'est un exploit scientifique absolument énorme. Et j'essaierai d'avoir des gens qui travaillent sur ce bateau qui puissent venir sur la chaîne. Il n'est pas encore construit. Il n'est pas encore construit, mais lorsqu'il sera construit, donc on prévoit l'avenir de la chaîne sur quelques années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bateau et on terminera la vidéo là-dessus? Il y a PolarPod qui va être construit, qui est un projet fait par Jean-Louis Etienne, un des autres grands explorateurs français polaires, et qui va normalement dériver. C'est un bateau vertical qui devrait se faire et qui va dériver tout le long du 50e parallèle, qui est considéré comme le 50e hurlant. Je crois que c'est rugissant. Rugissant, oui. 40e hurlant, 40e hurlant, 50e rugissant. Exact, merci Paul Emmanuel. Et donc, il va dériver parce que pour faire les études, notamment, il va être au-dessus, mais il va avoir, du coup, comme il est vertical, une partie sous-marine qui va aller très très profond, voilà. Des épaves d'une trentaine de mètres. Voilà, quelque chose comme ça, enfin, un truc assez phénoménal, qui d'ailleurs va lui permettre de se maintenir, parce que sinon il coulerait, enfin ça serait un peu plus compliqué à naviguer. Pas une chorette. Voilà, et ce bateau donc, va faire le tour du monde sur 2 ans sur l'océan Antarctique, qui est le seul océan ouvert qui se rejoint, qui fait le tour du monde. Parce que si vous regardez par exemple tous les autres océans, l'océan Pacifique, il est fermé d'un côté par l'Asie, de l'autre par les Amériques, enfin le continent américain. Pour l'Atlantique, c'est la même chose. Pour l'Indien, c'est la même chose. Le seul océan qui fait le tour de la planète réellement, c'est l'océan Antarctique. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire ça, pour pouvoir étudier voilà, les courants, les marées et tout ça. Et surtout, c'est l'un des continents, comme on le dit, il y a les 40e hurlants, les 50e rugissants. C'est là aussi où justement il y a le plus de vent, donc c'est aussi pour ça qu'ils vont l'étudier. Et voilà, et ça devrait être lancé en 2024 ou 2025. Donc voilà, c'est aussi une expérience qui a l'air assez géniale et que j'ai vue et que... Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour, mais bon. Après une année là-bas. Merci de nous avoir écoutés. Donc on essaiera d'avoir un rôle de 3 fois sur l'année, donc une fois tous les 4 mois. Et plus si on peut avoir un jour un scientifique ou deux, quelqu'un qui étudierait les oiseaux et l'autre par exemple le réchauffement climatique et les carottages, ça peut être intéressant. Donc on verra ça. Pour l'instant on ne connaît pas du tout le réseau, etc. Le départ est le 7 novembre, donc jusqu'au 7 novembre on ne saura pas plus tout ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Si Harold crée un blog, ce qui est possible, je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez lire peut-être... un peu ces aventures. Pour l'instant, il ne sait pas du tout comment ça va être. On n'a aucune idée de comment ça va marcher. Pour l'instant, je prépare mon départ. Voilà, déjà. J'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, voilà. Donc, création de blog, tout ça, peut-être, mais je ne suis pas encore là-dedans. Mais si vous voulez suivre l'aventure, on essaiera de la suivre au maximum et puis de diffuser ici. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.